Alors, aujourd'hui, nos enfants sont comme ça exposés de plus en plus aux réseaux sociaux, au téléphone, aux camarades. Ils sont comme ça informés des sujets sur la sexualité de plus en plus tôt, qu'on le veut ou non. La question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui est de savoir quand est-ce qu'il faudrait aux parents comme ça d'aborder le sujet de la sexualité avec les enfants pour qu'ils ne se fassent pas tard quand les dégâts seront déjà commis. Ce thème sera débattu sur ce plateau comme ça, à mes côtés, avec les experts, coach de vie, le coach Samé, qui est là, à ma gauche, et puis le coach Madame Atanga, qui est là, et le pasteur Nguemen. Nous allons tenter comme ça de vous apporter des solutions, des outils, des techniques, mais surtout de l'espoir. Il est important comme ça qu'on trouve des solutions pour sauver notre jeunesse qui est presque en dérive. Madame Samé, vous voulez commencer ou Madame Atanga, celle qui se sent le plus, on va laisser la parole au coach. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour, coach. C'est un honneur pour moi de partager avec vous le peu que j'ai appris aussi. Si ça peut vous aider, pourquoi pas. La première chose que je veux dire, c'est que la sexualité est tout à fait normale dans la vie d'un être humain. Tous les êtres humains, il faut le dire, ont l'instinct sexuel. L'instinct sexuel, c'est l'instinct de procréation, l'instinct de survie. C'est ça qui maintient la survie de l'espèce humaine. Donc, à partir du nouveau-né jusqu'à la grand-mère, tout le monde a l'instinct sexuel, sauf que ça ne se manifeste pas avec la même intensité à toutes les périodes de la vie. Donc, la sexualité est tout à fait normale pour que l'espèce humaine ne disparaisse pas. Le problème, c'est comment la gérer. Comment la gérer efficacement. Donc, le problème n'est pas la sexualité, mais comment gérer efficacement la sexualité. Et la première chose que je veux dire, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société hyper sexualisée. Dans les médias, on voit les gens... les enfants sont très tôt de plus en plus exposés aux vidéos. Voilà, ça fait que... Aux audios, voilà, c'est à l'école, partout, dans les téléphones. Donc, les enfants, en réalité, pour un enfant, c'est assez brutal. Parce que on est en train de montrer à un enfant un niveau de sexualité qui ne correspond pas, même pas à son niveau de compréhension. Et finalement, il se perd là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est un sujet très important. Il faut vraiment qu'on en parle parce que il faudra le dire. Le pasteur aussi va venir en appui là-dessus. La sexualité n'est pas que physique, elle est aussi métaphysique. Donc si nous vivons dans une société où le sexe va dans tous les sens, c'est l'une des choses qui va détruire notre société. Et on le constate déjà. Voilà, il va revenir par exemple sur le cas de Sodome et Gomorrhe. C'est la sexualité débridée qui a plongé toute une société. Donc le sujet est très bien choisi. Très bien choisi. Alors aujourd'hui on va parler peu et parler vrai. Monsieur Nguemen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà à propos? C'est un sujet vraiment qui tombe à pic, très actuel, et c'est une bénédiction que de parler de ça à un plateau comme celui-ci. Salut à vous qui écoutez, scotchez-vous et que nous puissions partager pour apporter à nos enfants des réponses qui sont appropriées. Nous ne devons pas laisser nos enfants à la merci de n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est pourquoi le sujet. Donc c'est un sujet qui est très actuel, comme le coach l'a dit. Nous allons donner tout ce que nous avons pour permettre que cela construise une société plus équilibrée. Super. Madame Atanga? Oui, je dirais d'abord bonjour à tous ceux qui écoutent aujourd'hui. En ce qui concerne le sujet sur la sexualité, déjà la sexualité fait partie de la vie, de notre parcours, de notre... je veux dire, ça fait partie de l'essence même de notre vie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de dérives, surtout pour nos enfants. Ça va vraiment dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a toujours eu des dérives, mais c'était véritablement caché. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vraiment, ça va dans tous les sens et ça décrit véritablement nos jeunes. D'où l'importance vraiment de ce sujet aujourd'hui, d'en parler et de trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie adéquates pour arrêter vraiment ce qui devient aujourd'hui une gangrène dans notre société. Alors, coach Sama, on a remarqué aujourd'hui que de plus en plus dans les écoles, on entend parler des patous que les élèves ont fait, les enfants du secondaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? À quel moment est-ce qu'il y a eu la dérive en fait? Est-ce qu'à ces niveaux, on ne devrait accuser que les réseaux sociaux? Ou alors il y a quelque chose que les parents ont loupé
au niveau de l'éducation sexuelle? Bon, c'est sûr, il y a les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir le courage de le faire, il faut avoir vu la première personne le faire. Donc, oui, c'est sûr, les réseaux sociaux, la vulgarisation, les vidéos virales sur des activités sexuelles de ce genre donnent l'impression aux jeunes que c'est quelque chose de bien. Je me souviens encore d'une jeune fille qui s'est retrouvée dans une situation telle que tu décris. Et lorsqu'elle est venue à l'école le lendemain ou quelques jours après, mais elle était applaudie et puis elle passait en mode star. Oui, en fait, aujourd'hui, ça rend star. Ça fait que d'autres enfants qui voient ça se disent que mais en fait, pour être ce n'est pas si mauvais que ça. Et puis, pourquoi je n'irais pas? Dans les réseaux sociaux, oui, c'est certain. La deuxième chose que je voudrais incriminer, c'est les stupéfiants. Parce que les stupéfiants font perdre la mesure des choses et donnent un sentiment de surpuissance. Ouais. On a l'impression que on peut le faire, c'est vous qui ne comprenez pas, de toute façon, vous êtes les poules mouillées, moi je suis un vrai homme, une vraie femme, et puis je vais le faire. Donc les stupéfiants font perdre la mesure des choses et donnent à nos enfants un courage. Je mets courage entre guillemets, parce que lorsque l'effet des stupéfiants est fini, quelquefois lui-même est le premier étonné de ce qu'il a fait. La troisième chose que je vais incriminer, c'est le comportement des parents. Aujourd'hui, les parents se comportent comme si ils ont peur de vieillir. Il faut absolument montrer qu'on est jeune. Et pour montrer qu'on est jeune, on a des comportements qui ne sied pas à un parent. On voit par exemple dans la maison, une maman par exemple, qui se balade dans la maison en matelot. Elle n'a pas de soutien-gorge, par exemple, ce genre de choses. Pour rester jeune, d'accord, il fait chaud, on va vous donner toutes sortes de raisons. Mais pour montrer qu'on est encore dans le cours, on n'est pas fini. Mais si l'enfant même voit sa maman à la maison, en matelot, avec les DVD, dos et ventre dehors, ben, l'enfant pense que c'est ce qu'il faut faire parce que justement l'enfant se structure, ils reproduisent plus ce qu'ils voient. C'est ça. Ok, donc déjà les parents devraient revoir aussi déjà leur façon de s'habiller et d'habiller les enfants aussi. Oui, parce que ça commence aussi très tôt. Hein. On a l'impression aujourd'hui que mon enfant doit être sexy. On commence à mettre des petites culottes très tôt. Ça s'imprègne dans le cerveau et c'est difficile à 15 ans de dire il va enlever ça parce que l'enfant ne comprend pas pourquoi on l'interdit subitement. À ce propos, vous aurez quelque chose à rajouter? Oui, la sexualité est un projet de Dieu. Et comme nous l'avons écouté tout à l'heure, c'est un projet qui vient pour accomplir un but. Ce qui fait que si nous ratons le but, nous sommes complètement à côté. Alors, après tous ces avis, aujourd'hui, on se pose concrètement la question, à partir de quel âge devrons-nous, en tant que parents, parler de sexualité avec nos enfants? Parce que il faut reconnaître aussi que si les enfants découvrent toujours les notions à l'extérieur, c'est difficile après de venir être des moralisateurs. Parce que chez nous, en Afrique, ce qu'on constate, quand les parents parlent de sexualité, c'est seulement quand on grandit déjà. On ne trouve pas le moyen de s'asseoir et parler posément. C'est avec des insultes, c'est avec des remarques, c'est quand il y a eu un scandale qu'on parle de sexualité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir, en fait? À quel âge et de quelle façon est-ce qu'on devrait aborder le thème de la sexualité avec les enfants? La sexualité il faut dire que la sexualité est un peu privée. La sexualité est privée. Ça fait que les parents, quelquefois, sont les premiers pudiques et sont gênés de parler de quelque chose qui est pourtant naturel et qui, dans tous les cas, va arriver. Et c'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'on fait l'éducation sexuelle d'un enfant, comme on fait toutes les éducations, par module, par rapport à l'âge de l'enfant. Ça veut dire qu'on commence le plus tôt possible et au fur et à mesure qu'il va grandir, on va ajouter certains éléments qu'il peut comprendre plus facilement. Je prends souvent l'exemple de l'enfant. Lorsque l'enfant vient de naître, je vous en prie, ne faites plus le bain du bébé au salon. C'est vrai que chez nous, quand l'enfant est né, toute la famille est là, on est content. On l'étale devant tout le monde. On sous-estime. Mais commencez à ne pas exposer l'intimité du bébé devant au salon. Donc, lorsque vous voulez faire le bain de l'enfant, amenez-le dans la chambre, aux toilettes, n'importe où. Lorsqu'il est habillé, voilà, vous venez le mettre aux membres de famille. C'est l'éducation sexuelle qui a déjà commencé. Lorsque l'enfant a peut-être 2-3 ans, apprenez-lui à ne pas rester nu, sans dessous. Parce que généralement, les enfants restent souvent... les enfants qui se baladent librement. Expliquez à l'enfant, ce qu'il peut comprendre à ce moment, c'est que s'il reste nu, la saleté va entrer dans ses fesses, il va tomber malade, on va l'amener à l'hôpital et on va le piquer.
Voilà. Bon, là, c'est parce qu'il a peur de la piqûre. Oui, ça, à ce niveau, c'est le dialogue il commence déjà à comprendre qu'il ne doit pas s'exposer. Par exemple, si l'enfant joue et que sa robe se soulève, mais demandez-lui de baisser la robe parce que, il faut toujours ajouter le parce que, soulève ta robe parce qu'on ne doit pas voir ton slip. Baisse ta robe. Oui. Ou si c'est un garçon, soulève bien ta culotte. Oui, on ne doit pas, les histoires de taille basse là, je vous en prie. Apprenez à l'enfant que la sexualité est privée. Il ne doit pas montrer son intimité. Ouais, là, on est sur l'enfant qui a peut-être 3 ans par là. Lorsque l'enfant va avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans par là, expliquez-lui que le corps humain a plusieurs niveaux de, je vais dire, d'exposition. Il y a des parties publiques que tout le monde voit. C'est un peu comme notre front là. Lui-même, il voit son front. Oui. Ça, c'est les parties publiques qui ne sont pas couvertes. Il y a maintenant les parties privées, par exemple, comme les habits qui couvrent nos mains, nos cuisses, ainsi de suite. Et il y a les parties intimes. Les parties intimes, on les reconnaît parce qu'on double les habits. Ça, c'est le langage que l'enfant peut comprendre. Parce qu'on va mettre, il va mettre le slip et puis il va mettre la culotte. Et vous lui expliquez que c'est parce que ces endroits sont sensibles qu'on double les habits. Et vous lui expliquez que ces parties-là, autant on les protège, c'est pour que les gens ne les touchent pas. Donc, que quelqu'un, ne laisse jamais quelqu'un toucher tes seins. Ne laisse jamais quelqu'un toucher ton sexe. Ne laisse jamais, ainsi de suite. Ça, c'est ce que l'enfant peut comprendre lorsqu'on est dans les 10 ans par là. Ouais. Lorsqu'on va arriver dans les 15 ans, plus ou moins, il commence déjà à ressentir l'instinct sexuel qui se met déjà en branle et c'est tout à fait normal. Ouais. Si votre enfant n'a pas, vous ne voyez pas aucune érection, rien de sexuel sur lui, ça veut dire qu'il a un problème. Donc, si vous voyez ça, ne commencez pas à le culpabiliser. Tu veux déjà me montrer que tu es un homme, n'est-ce pas? Tu es déjà devenu une femme. Oui, elle est devenue une femme et c'est tout à fait normal qu'elle soit devenue une femme. Ouais. À partir de ce moment, expliquez-lui que l'envie d'avoir des rapports sexuels qu'il ressent, c'est une envie tout à fait normale. Mais c'est une envie test. C'est juste pour voir si ses organes fonctionnent bien. Ce n'est pas pour dire qu'il doit déjà aller avoir des rapports sexuels parce que ces rapports sexuels peuvent entraîner une grossesse et son corps n'est même pas encore le développement n'est même pas fini. C'est pas fini. Voilà. Ouais. Donc, expliquez-lui que cette envie-là est une envie normale. Et que vous-même, vous avez eu ça. C'est très important de dire ça. Sinon, il va penser qu'il est un extraterrestre. Ouais, dites-lui que vous-même, vous avez eu ça. Il ressent ça très fort, mais ça va passer. Juste qu'il s'occupe à autre chose. Envoyez-le faire le sport, n'importe quoi. Ça, c'est l'enfant qui a 15 ans. Plus ou moins, quand votre enfant est à 18 ans, 20 ans, plus ou moins, elle est sexuellement active. Même si elle ne vous a pas dit. Plus ou moins, elle est sexuellement active. Et c'est le moment de lui expliquer que le rapport sexuel n'est pas que physique, il est aussi métaphysique. Donc, on ne couche pas avec un homme parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, parce qu'il parle bien, parce qu'il a les formes, machin. Apprenez à votre fille à avoir les conditions pour coucher avec elle. Prenez le bic et le papier, demandez à votre fille, écris-moi 10 conditions qu'un garçon doit remplir pour coucher avec toi. Lorsqu'elle aura rempli, c'est pas fini, c'est pas fini. Lorsqu'elle aura rempli, demandez-lui le pourcentage de réussite. Ça veut dire que tu as écrit 10 choses. Si il a combien, tu vas accepter. Si il a 7, ça veut dire que tu as 70%. Quel est le pourcentage que tu es prêt à accepter pour qu'un garçon couche avec toi? Ça fait que lorsque quelqu'un va venir, pendant que lui il est en train de parler bien le français, il est en train de l'épuiser, elle est plutôt en train de cocher les cases. Maintenant, quand elle aura 25 ans par là, plus ou moins, elle pense déjà à se marier. À ce moment, vous allez lui apprendre qu'on se marie pour donner. On ne se marie pas pour prendre. Et c'est parce que nos enfants se marient pour prendre qu'il dit qu'il m'a perdu 5 ans. Depuis 5 ans que je suis là-bas, il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Pour lui, j'ai même eu quoi là-dedans. J'ai rien gagné dedans. Parce que tu étais parti pour prendre. Ouais. Mais lorsque tu veux te mettre en couple, demande-toi quelles sont tes ressources. C'est pas seulement les ressources financières. Est-ce que tu es une bonne conseillère? Est-ce que tu es économe? Est-ce que tu es une constructive? Est-ce que tu as la vision? Qu'est-ce que tu mets sur la table? La bonne nouvelle, c'est que comme tu peux donner, tu vas aussi te mettre avec quelqu'un qui a donné. Rappelle-toi, tu avais déjà mis tes critères depuis, donc tu sais choisir. Tu vas pas prendre un pervers narcissique. Donc, lui aussi viendra pour donner et tu vas recevoir. Et quand toi aussi tu vas donner, il va recevoir. Et finalement, tout le monde a donné dans le manque. Et tout le monde a reçu. Très bien. Et si vous ne le faites pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes, dès que vous couchez avec lui, votre vie ne marche plus. Les affaires ne marchent plus. Vous commencez à avoir des maladies inexpliquées. Rien ne va dans votre vie. On ne couche pas avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que puisque le sexe est lié à la vie, ce n'est pas un jouet. Aujourd'hui, nos enfants font connaissance sur un lit. Vous rencontrez quelqu'un, c'est sur un lit que vous partez faire connaissance. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Apprenez à vos enfants à être différents. Alors, très intéressant, brillante intervention du coach comme d'habitude. Alors, dites-nous, d'où est-ce qu'un parent africain
trouve le courage de demander à son fils s'il a même déjà une érection. Parce que c'est clair que s'il ne dort pas avec l'enfant, il peut traîner un enfant dans la maison qui n'a pas eu d'érection depuis et qui se rend compte peut-être seulement très tard. Comment est-ce que les parents abordent ce type de conversation avec leurs enfants? Déjà, je pense que chaque parent devrait développer ce qu'on appelle... Parle un peu plus fort. Je pense que chaque parent devrait développer ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Travailler d'abord son mindset. Parce que être d'abord équilibré dans sa tête pour pouvoir parler à son enfant. Surtout sur ces questions qui semblent être tabous. Et voilà. Et de temps en temps, avoir des présences inopinées. Voilà, de temps en temps, ouvrir la chambre de façon, et puis même si on va s'excuser par la suite, de façon surprise. Voilà, de façon surprise. Et puis voilà, peut-être être le matin pour découvrir. Pour observer. Voilà, pour observer. Et s'appuyer toujours sur son vécu. Voilà, sur son vécu. Revenir à ce que le coach disait tout à l'heure. Moi-même, j'ai ressenti ça. Moi-même, j'ai commencé à avoir ma puberté. J'ai eu ma puberté à 12 ans. J'ai eu mes premières règles à 17 ans. J'ai fait mon premier enfant dans un mariage ou bien hors mariage parce que c'était arrivé. Il faut aussi raconter à ses enfants ses échecs. Voilà, son parcours. C'était bien, c'était mal. Qu'est-ce que j'ai appris? Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que j'ai ressenti. Un gars m'a trompé. Et tout ça, il faut également s'appuyer sur sa spiritualité. Lorsque un parent n'arrive pas, par exemple, à communiquer, à dialoguer, si c'est pas vraiment évident pour le parent d'échanger avec son enfant, peut également demander de l'aide. Comme le disait le coach tout à l'heure, faire appel à une tata, voilà, à une tantine, à un oncle pour échanger avec l'enfant. Par exemple, moi j'ai, pour exemple, la première fois que ma fille aînée a eu, par exemple, la poussée des poils au niveau du pubis, des aisselles. Pour moi, c'était véritablement un choc. J'ai dû appeler ma grande sœur qui est d'abord mère et infirmière pour échanger avec elle. Et ce n'est que comme ça, avec les conseils aussi de ma grande sœur, que j'ai commencé moi-même à parler de sexualité aux enfants. Donc elle est venue et elle s'est entretenue avec la petite, ou elle a juste donné quelques astuces de comment? Non, elle s'est entretenue avec la petite. Ah, super. Mais elle m'a laissé la charge en me disant que voilà, tu as plusieurs filles et puis ce sera à toi de prendre le relais. Il faut déjà t'habituer. Voilà, donc elle m'a donné quelques astuces comme ça. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de parler de sexualité avec les enfants en fonction de leurs âges. Déjà, même celle qui est la plus petite de 3-4 ans, il faut déjà lui dire, elle sait que maman a dit, on ne touche pas les parties intimes. Même si c'est ta camarade, même si c'est camarade, garçon ou fille, c'est un tonton, c'est un tata, c'est un enseignant, personne ne doit toucher les parties intimes. Alors je lui demande, quelles sont tes parties intimes? Elle va te montrer les seins, le pipi, voilà. Ah, ça c'est bien. Et c'est vraiment très bien, c'est très bien que ce soit comme ça parce que c'est une porte juste pour commencer, mais c'est la responsabilité du parent. Donc c'est très bien que votre grande soeur ait commencé. En fait, c'était pour lever l'urgence. Oui. Il fallait bien commencer quelque part. Il fallait gérer d'abord. Maintenant, ça vous laisse le temps de souffler un peu, de voir par quel bout vous allez prendre. Mais il faut savoir que l'enfant est plus sensible à ce qui vient de son parent. Que ce soit en parole, en don, en action. Quand c'est le parent, parce qu'il y a un lien entre les deux. Un lien instinctif qui fait que lorsque c'est vous qui parlez, ça passe un peu plus. Donc, vous pouvez commencer par un membre de famille. Mais après, vous-même commencez. Vous-même prenez le relais. Vous pouvez demander au membre de famille par quel bout lui il a pris ça. Comment il a fait pour que ça matche. Et puis, il va vous dire, vous allez venir à la maison et vous allez continuer. Mais en aucun cas, ne laissez l'éducation de votre enfant aux membres de famille. L'enfant va écouter, mais ce sera en mode théorie. Il lui manquera quelque chose. Ce que le parent n'a pas fait. Vous avez dit qu'il attend. Super, très bien. Alors, pour rester concret, pour rester pratique, on va prendre une petite pause et on vous revient tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, Parlons peu, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, nous revoilà sur Parlons peu, parlons vrai. Alors, concrètement, aujourd'hui, on constate que dans toutes ces dérives sexuelles, on a de plus en plus une montée en puissance de l'homosexualité, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Aujourd'hui, on aborde la question éducative sur le plan sexuel chez les enfants. Quelles sont ces erreurs-là à éviter absolument, ou alors quelles sont des remarques, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que parent pour éviter? Parce que clairement,
c'est pas bon pour notre société. Aujourd'hui, aucun parent n'est content de savoir que son enfant a pris cette direction-là. Pour ceux qui veulent combattre cela, quels sont selon vous des gestes au quotidien à observer pour éviter que cela n'arrive, toujours dans le cadre de la sexualité? Bien, je peux aborder cette question en disant que il y a beaucoup de choses à faire. Et la première chose que chaque parent doit faire, c'est de développer cette relation. Il y a toujours un lien qui doit exister entre ton garçon, ta fille et toi. C'est une communication positive qui doit être constante, développée, parce que lorsqu'un enfant a atteint un certain âge après, à partir de l'adolescence et tout ce qui va avec, si tu n'as pas plus gagné son cœur, il est plus influencé par tout par l'extérieur. Mais quand tu as gagné son cœur, tu peux l'appeler. Vous voyez, il y a des moments. Tu dis ma copine, ça va? C'est une communication qui est adaptée à son sens avec tout ce qui se passe. Tu essaies de se parler à son jargon. Tu dois être attentif à tout ce qui va. Donc, en fonction de l'atmosphère, du climat, comme ce que nous parlons maintenant, avec tout ce qui va avec les filles, quand ils sont entre elles, ce n'est pas toujours la sécurité. Les garçons, quand ils sont entre eux, ce n'est pas toujours la sécurité. Mais c'est un suivi. Un suivi qui est actif à distance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut toujours développer la culture de la crainte de Dieu. Amener les enfants à avoir des valeurs, à comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Qui sont interdites. Que la Bible interdit cette pratique-là. Exactement. Qu'au moins pour cette raison. Le risque de ça. Le danger, parce que je vous disais que la sexualité est un projet de Dieu et ça a une portée spirituelle. On ne va pas. Et je crois même que dans la Bible, il y a des conséquences, non? Oui, Sodome et Gomorrhe, c'est voilà, si tu fais ça, voilà ce qui t'attend. Le fait que les choses sont faites hors des normes. Ok, super. Et quand l'enfant connaît ça, quand l'enfant sait que un garçon peut être tellement beau, une jeune fille peut être tellement jolie de figure, mais être porteuse des choses les plus dévastatrices, capable de détruire ta vie et même ta santé. Alors là, par contre, il y a une meilleure chose qui t'attend. Si tu... Donc, en fait, il faut faire prendre conscience aux enfants de tout ce qui pourrait exister au-delà de ce qu'ils observent. Justement. Je voudrais ajouter aussi à ça qu'il faut clairement dire à vos enfants qu'un homme ne couche pas avec un homme. Aussi simple que ça. Trouvez le moyen pour qu'ils comprennent qu'une femme ne couche pas avec une femme. Aussi simple que ça. De façon naturelle, nous ne sommes pas faits d'assumer cette position-là. Oui, que ce soit clairement dit. De toutes les façons, je ne sais pas d'où vous nous suivez. Si vous nous suivez depuis le Cameroun, la loi du Cameroun interdit l'homosexualité. Donc pour nous ici, c'est interdit. La loi de Dieu l'interdit. Même la nature même nous enseigne, même les animaux nous enseignent. Donc commencez à sensibiliser votre enfant parce que dès qu'il va sortir de la maison, il sera envahi par un courant contraire. Donc il faut déjà que lui sache comment est la norme. Maintenant, observez-le. Est-ce qu'il est efféminé? Est-ce qu'il essaye de marcher en se tortillant comme une fille? Est-ce qu'il essaye de mettre au début mais un peu le gloss pour dire que c'est pour liquifier les lèvres? Petit à petit, ça commence à prendre des couleurs. Est-ce que petit à petit, commence à arranger ses cheveux? Donc, est-ce que votre garçon commence à être efféminé? S'il commence à être efféminé, parlez avec lui pour voir pourquoi il veut ressembler à une fille. Il est né garçon, il doit s'assumer en tant que garçon. Quand j'ai dit ça, c'est pareil pour les filles. Vous avez déjà compris. Donc, soyez observateurs. Mais lorsque vous voyez ça, ne vous taisez pas. Ne dites pas, c'est un phénomène de mode, il veut c'est sa nature. Parlez avec lui. Maintenant, ça peut être sa nature. Mais vous ne le saurez que lorsque vous avez parlé avec lui et que vous êtes rassuré par son discours, par ses fréquentations, par ses prises de parole. De temps en temps, même lorsque vous regardez la télé, lorsqu'il y a une scène d'homosexualité, il réagit comment? Ne dites rien, regardez-le. Est-ce qu'il est tout souri? Est-ce qu'il encourage l'action? Est-ce qu'il est en mode qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il détourne le regard? Observez-le pour savoir jusqu'à quel niveau il est. Parce que la vérité, c'est que si officiellement l'homosexualité est interdite, mais dans les faits, ça envahit nos établissements, nos collèges, ainsi de suite. Et c'est dans ces établissements que nos enfants vont. Donc vous devez y mettre du vôtre pour limiter ça, au moins en ce qui concerne vos enfants. D'accord, super. Et Madame Atanga, à propos de l'homosexualité, comment est-ce qu'un parent devrait, selon vous,
se comporter. Si voilà, on observe toute cette tendance là, parce que chez les filles comme chez les garçons, aujourd'hui on le voit hein, dans les collèges, les filles qui vont avec les filles, les garçons qui vont avec les garçons. Quelle est l'approche en tant que parent pour aborder le sujet? C'est-à-dire, on vous a dit, voilà, on soupçonne que votre fille fait ça. Comment vous trouvez le moyen de sans aggraver la situation? Bon, de façon vraiment en tant que mère, en tant qu'éducatrice, je pense. Est-ce qu'on devrait juste accepter que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on voit, hein, il y a des églises aujourd'hui qui commencent à bénir ce phénomène. Donc, du coup, les parents sont parfois à une position. Est-ce que je ne devrais pas le laisser faire? Le plus important, c'est il allait épanoui. Est-ce que je devrais combattre, quitte à ce que l'enfant me rejette? Ce qu'on dit très peu, pardon, petite parenthèse, ce qu'on dit très peu, c'est qu'il y a de plus en plus de divorces dans ce monde-là. Ça ne se dit pas beaucoup. Okay. Il y a de plus en plus de divorces, des divorces dans le monde des homosexuels. Ça, on le dit pas souvent. Ça, c'est bon à savoir. Donc, moi, je pense simplement qu'il faut commencer par le dialogue. Dialogue, communication, s'appuyer sur... je reviens toujours sur la spiritualité et sur les faits réels. On peut prendre l'exemple, comme elle vient de dire, que même là-bas, il y a des cas de divorce. Bon, il y a des enfants aussi aujourd'hui qu'on a vu qui sont prêts à rejeter leurs parents. Hein, si le parent n'accepte pas. Mais n'accepte pas, oui. Il faut... Mon choix. Je préfère me couper les ponts avec la famille. Et est-ce qu'en tant que parent, on est prêt à ça? Est-ce que certains parents n'acceptent pas, malgré eux, pour ne pas perdre la relation avec leurs enfants? Non, vaudrait mieux... Moi, je dirais, vaudrait mieux perdre cette relation. On dit, voilà, le jargon, ici, chez nous, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Alors, tu montres à l'enfant la voie, la bonne voie, la voie de la raison. C'est celle-là que tu apprends à ton enfant. Alors, si ton enfant atteint ce niveau-là, tu vas carrément commencer par le dialogue et lui montrer les pour et les contre. D'abord, il n'y a même pas. Tu vas lui dire, ça, c'est un phénomène contre nature. Tu vas lui prendre des exemples. On voit des animaux. Le sexe a été fait pour un but bien précis, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, pour procréer. Alors, tu vas adopter des enfants, mais est-ce que ce seront tes enfants alors que Dieu t'a permis d'en faire toi-même? Okay. Et si... On va m'excuser, hein, si on essaie la méthode douce et que ça ne va pas, on va pas la méthode violente. La méthode africaine. La méthode africaine, c'est-à-dire, moi je reviens souvent sur plusieurs exemples, j'ai ma fille qui joue au basket, elle est un peu masculine, je lui dis tout le temps, tu es dans le monde du sport, mais sache que tu es une fille. Alors si un jour, tu décides de partir de l'autre côté, même c'est écrit dans la Bible, si c'est le bras gauche là qui te pousse vers le péché, je coupe, je jette. Tu n'as plus de mère, j'ai plus d'enfant. Ouais. Oh, mieux de tout son père. Et quand je lui dis ça, je la regarde bien dans les yeux. Et que moi là, je vais jamais accepter ça parce qu'une fille ne va pas avec une femme ne va pas avec une autre femme. Tu es dans le monde du sport, tu joues au basket, tu es brillante, mais tu restes une femme. Une femme, c'est avoir un mari, faire tes enfants. Même si après, tu vas te séparer d'un mari, il peut avoir un divorce, mais c'est ainsi que la femme a été conçue. Et pour rester sur le même moi, je vais simplement commencer par le dialogue. Mais si l'enfant s'entête et que l'enfant décide de me rejeter, vous êtes prête à assumer aussi ce rejet-là. Ce rejet-là. Bon, ce qu'il faudrait aussi mentionner, le coach Samuel, vous allez me confirmer cela, c'est que on remarque que quand on parle beaucoup de sexualité, il y a l'aspect physique qui alarme très très tôt. On va voir les filles qui deviennent comme les garçons, le garçon qui a tendance à s'habiller comme une fille. Mais sur le plan psychique, est-ce que la transformation se fait aussi? Parce que ça, c'est ce qu'on oublie souvent de communiquer dessus. Ouais. N'oublie pas que tu es un homme, tu vas t'habiller comme une femme, mais ta façon de raisonner, ça. Voilà. En fait, j'allais justement arriver à ça. Il y a une transformation psychologique qui se fait. Ça, c'est certain. Sauf que elle ne pourra jamais être parfaite parce que vous n'êtes pas un homme à cause de votre morphologie. Vous êtes un homme dans votre raisonnement. Ça veut dire que même si vous devenez efféminé, vous faites le make-up, vous changez même de forme, vous allez voir que vous êtes une femme très rationnelle. Et si vous êtes une femme qui avait pris les hormones, la testostérone, et ainsi de suite, la voix a changé, vous allez être un homme émotionnel. Parce que c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et ça ne peut pas changer. Ça ne dépend pas de nous. Nous naissons comme ça. Donc, on va essayer de forcer, aller contre nature. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes un homme qui est devenu une femme, à chaque fois que vous voulez faire les choses des femmes, vous forcez.
Ce n'est jamais naturel, c'est toujours un peu maladroit, ça ne donne pas. Mais si vous êtes une femme et vous êtes devenu un homme, quand vous voulez faire les choses des femmes, ça va seul. Ça coule, c'est naturel parce que à l'intérieur de vous, vous êtes déjà femme. Donc, est-ce que la mutation se fait? Oui. La mutation se fait, mais c'est une mutation maladroite qui ne sera jamais parfaite parce que c'est quelque chose de fabriqué. Et à chaque fois que vous relâchez un peu les efforts, la nature vous ramène à votre essence première. Évidemment. Et là, je voulais dire quelque chose. Vous savez, la plupart de ces situations ont des réponses dans un autre contexte. C'est pour ça que j'insiste que vous allez remarquer que beaucoup de maisons, dans beaucoup de familles, même de celles qui sont entre guillemets chrétiennes, ne lisent même pas la Bible par jour. Mais sachez aussi que cela influence la plupart de ce que nous avons appris depuis que nous sommes dans les écoles, à l'école primaire jusqu'au supérieur. Ça ne vient pas dire des valeurs. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand on voit que même le Vatican commence à célébrer l'homosexualité, ça met les parents dans l'embarras. Ça, c'est parce qu'on a le regard fixé sur le Vatican. Parce que l'utilisait hier devient problématique aujourd'hui. Il s'agit pas, l'enfant va dire aux parents que, mais voilà, même les prêtres qui sont en train de... Justement, moi, je suis... Pourquoi? Parce que l'homme s'est mis à la place qui n'est pas. Okay. Je suis en train de vous dire, faites une expérience chez vous. Chaque matin, n'allez même dans aucune église, mais ouvrez votre Bible, lisez-la. Les gens sont perdus à cause de l'ignorance. Les gens sont perdus parce qu'ils ne savent pas et ils ont fondé leur regard sur les pasteurs, sur les prêtres, sur les personnes. Or, je vous dis que quand je viens vous dire, je vous parle de Dieu, il faut que je sois en train de démontrer ce que tu as vu. Maintenant, si je te dis que non, ce que tu fais est mauvais, tu as lu ça. Ça va encore apporter un plus. Ce n'est pas une affaire d'église ou bien de pasteur, mais je vous assure, faites une expérience, lisez un chapitre ou un verset biblique dans votre maison, avec votre famille. Ça va partir, c'est une éducation qui est une éducation spirituelle et qui a un impact fort. Mais ce que tu ne connais pas, on va te servir n'importe quoi qui est raisonnable, qui est bon. Donc, parce que le Vatican n'est pas Dieu, le pasteur n'est pas Dieu, le prêtre n'est pas Dieu. Mais celui qui a créé, comme nous disait, c'est une affaire de principe et de but. Mais quand tu ne connais pas, c'est facile qu'on te trompe. Mais quand tu connais, c'est pourquoi on disait, les parents doivent connaître pour communiquer. Lis cela chez toi, ce n'est pas pour prendre part à une dénomination religieuse quelque part, mais c'est pour bâtir une église. Et beaucoup de gens ne prient pas, même ceux qui vont à l'église pour, avec des regards un peu, ils ont besoin de ceci, un peu de paix, mais ils ne sont pas là. Combien de parents se tiennent chaque jour vous dire que j'ai tant de minutes pour prier pour mes enfants? Pour prier pour... Le thème est si intéressant. Vous voulez me donner quelques exemples pratiques? Oui, il y a quelques attitudes il faut déjà, en échangeant avec les enfants, il faut déjà leur parler de certaines attitudes. Par exemple, entre eux, les jeunes, même des enfants de même sexe, éviter des attouchements. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tout le temps, vous êtes en train de babader, ils ont la facilité de vous toucher, de toucher vos parties intimes. Et c'est devenu récurrent avec les filles. Elle va t'appeler coucou, elle va t'appeler mon bébé, ma chérie, mon petit cœur, ma puce. Ce sont des choses comme ça qu'il faut. Et puis même quand vos enfants arrivent avec vos copines là, et même vos enfants qui ont des téléphones, cet ami-là qui lui dit, qui l'appelle toujours par des petits noms, oh ma coucou. Oui, on n'utilise pas le nom de l'enfant, mais voilà, on lui donne directement un petit nom. On lui donne un petit nom. D'essayer de stopper ça en tant que parent. Qui est toujours en train de toucher, vont se laver ensemble. Et puis tu vas te laver avec ta copine, elle est celle-là qui te touche les parties intimes, qui te fait qui te tapote et tout ça. Des tapettes là. C'est le genre d'attitude. Des gestes déjà qu'il faut bannir. Parce que aujourd'hui, d'aucuns peuvent le faire de façon innocente, mais vous allez rencontrer finalement un gang de lesbiennes ou d'homosexuels. C'est-à-dire, et eux là, sachant déjà que vous avez cette attitude à ce que vous ne voulez pas d'attouchement, vous ne voulez pas qu'on vous appelle par des petits noms, ils vont comprendre tout de suite que vous n'êtes pas, vraiment, vous n'êtes pas des clients pour eux. Et pareil pour des garçons. Il y a des garçons qui vont, généralement, ils vont pas venir faire des attouchements comme des filles, mais ils vont faire des sortes de défis de paris. Voilà, si tu acceptes qu'on se fait une partouze entre nous, les garçons, machin, on va savoir que tu es. Bref, il faut beaucoup travailler l'estime de soi
l'intelligence émotionnelle de nos enfants. Que les enfants s'acceptent comme ils sont. Parce qu'ils doivent s'accepter. Ils ne sont pas obligés de faire partie d'un gang. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils peuvent être heureux sans faire partie d'un groupe d'amis, d'un gang. Non. Et ça reste le plus difficile pour les parents. Oui, et c'est très important. C'est très important ce qu'elle dit parce qu'effectivement, nous les parents, nous ne rendons pas assez fiers nos enfants d'être différents. Nous ne le faisons pas assez. Du coup, votre enfant qui n'est pas dans l'homosexualité, il envie ceux qui sont là-bas parce qu'ils ont l'air heureux. Est-ce que vous avez fait comprendre à votre enfant que c'est lui qui doit être fier de lui parce qu'il a résisté à une marée? Les autres font des choses juste par phénomène de mode. Ils ont été entraînés. Voilà, lui il comprend le pourquoi du comment des choses et lui il est droit dans ses bottes et il assume d'être différent et il est fier de lui. Tant que vous n'avez pas rendu votre enfant fier, il aura l'impression qu'en réalité vous le privez d'un plaisir puisque les autres le font, ils sont les plus nombreux, ils ont l'air si heureux et puis il est tout seul de son côté et puis personne ne veut être seul. Donc c'est un grand travail que nous les parents nous devons faire de renforcer la confiance en soi, l'estime de soi de nos enfants pour que lui il ait plutôt pitié de ces personnes qui se laissent entraîner par le courant, qui ne comprennent pas les choses dans la profondeur et qui avancent juste comme les animaux. Par contre lui il comprend tout ce qui est derrière et lui il ne se salit pas. Si vous réussissez à mettre ça dans la tête de vos enfants, ça peut aussi aider à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces dérives sexuelles dont on parle aujourd'hui. Priez surtout que Dieu leur apporte la sagesse et surtout le discernement. Et puis les gestes du quotidien, moi j'insiste toujours là-dessus parce que les enfants on les construit finalement. Partie toujours des gestes qu'on a au quotidien. Moi j'observe aujourd'hui les jeunes garçons, la façon dont ils sont habillés, on met des pantalons très collants aux enfants. Moi c'est des attitudes déjà, c'est des signes en fait. L'enfant habitue les enfants à s'habiller convenablement, à accepter, parce que je pense que très tôt, si les enfants ont un style d'habillement en grandissant, ils sont un peu à l'aise dans ça, et puis voilà. Le challenge maintenant, c'est quand ils deviennent ados, de se rendre compte que moi, maman me coûte toujours des pantalons monsieur, comme mes fils me disent ça. Pourquoi je dois toujours mettre des pantalons monsieur? Et lui, alors que ses amis, voilà, ils ont des jeans déchirés qui descendent un peu et tout ça. Donc, c'est toujours un très grand débat pour lui, c'est la tendance, en fait. Lui, il voit les autres sont cool. Et moi, je lui dis, mais attention, toi, pourquoi est-ce qu'on doit voir tes cuisses ressorties avec tes fesses comme ça, là? Il commence à rire et puis il dit, va enlever. Donc, c'est très tôt, il faut beaucoup insister parce que c'est un signal en fait. Un enfant qui commence à s'habiller comme ça, tu attires, tu commences, voilà, on a des adultes aujourd'hui qui sont habillés, les hauts moulants, les trucs qui collent un peu partout. Ça c'est des signaux, je pense que ces gens qui font ça, ils se reconnaissent entre eux, à partir de l'habillement, on se dit celui-là, il peut avoir une tendance qui... C'est fondamental. C'est fondamental. Moi, quand je fais des programmes pour jeunes, je vous disais que les gens doivent lire. Parce que la Bible a une histoire des jeunes qui ont changé les conditions de leur famille en étant différents. Si vous êtes capable de résister pour faire valoir votre identité, vos valeurs qui ne sont pas des valeurs tordues, finalement c'est vous qui réussissez plus que les autres. Si vous allez dans la vie, vous allez voir des jeunes comme Daniel et ses amis, comme Esther, comme David, c'est des héros. Mais ils étaient des jeunes et ils n'ont pas fait comme les autres. Ce sont des arguments que nous... Mais à ça, les jeunes d'aujourd'hui vont vous dire que mais ça, c'était leur temps. Justement. Nos enfants veulent vivre leur temps. Et c'est ça le grand challenge des parents d'actualiser les choses, de trouver les méthodes pour... Moi, je vais vous poser une question très simple, coach Samé. Dernièrement, les enfants, ils m'ont fait cette remarque-là. Mais maman, tu dis toujours que ce n'est pas le moment. Oh, tu ne dois pas encore faire ceci. Le téléphone, c'est limité. La télévision est limitée. Tout est limité. Mais finalement, le moment, c'est quand, en fait? Les enfants ont besoin de cette question-là. Je vais dire, on va parler de ça le week-end. Donc, et ce week-end est arrivé. Donc, le thème tombe à pic. J'ai besoin des éléments pour aller me défendre. Parce que je leur ai dit, quand je vais trouver le temps, parce que moi, j'avais besoin de réfléchir. Je dis que, mais toujours, ce n'est pas le temps. On met les codes partout. On doit toujours tout contrôler et tout. Donc, en fait, je pense que ça, c'est ce qui se passe dans la tête des enfants. On le dit toujours, ce n'est pas le bon moment, mais on le dit jamais. C'est quand le bon moment? La vérité aussi, c'est que les valeurs changent pas. Le temps évolue. Les technologies évoluent, mais les valeurs sont les mêmes. Le bien, les bonnes valeurs, si un enfant a été éduqué et qui est constamment en train d'être instruit et nourri dans le sens des bonnes valeurs, il comprend cela. Et comme c'est déjà entré, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu comme un orgueil positif, c'est-à-dire qu'une façon de se définir, de se démarquer, d'être différent sans être en train de faire une approche de compétition. Oui, le temps et les saisons, mais ce qui compte,
c'est que dans chaque génération, il doit y avoir des héros, des gens qui sont capables de faire la différence de manière positive. Et ça, c'est important. Si votre enfant vous demande que ce n'est pas le bon moment maintenant, le bon moment c'est quand? S'il vous plaît, répondez-lui que le bon moment, c'est le moment où il va comprendre la profondeur du sujet dont on parle. Ça veut dire que s'il a compris la profondeur du sujet là aujourd'hui, même s'il a 10 ans, c'est le bon moment. Donc quand on dit le temps là, en réalité, on essaye de gagner du temps, le temps qu'ils comprennent, oui, voilà. En fait, donc ce n'est pas le temps en termes d'horaire, en termes de temps qui passe, mais c'est en termes de maturité. Donc quand maman dit que ce n'est pas le temps là c'est quand, arrête, ça dépend de toi. Plus tu vas la rassurer que tu es mature, plus tu vas la rassurer que tu comprends, plus elle va te donner de la liberté et puis tu vas le faire. Oui, on le voit souvent avec des films. Hein, quand on le dit, vendredi soir tout est permis, il faut regarder un film. Ils zappent sur un film, on dit moins de 16 ans, j'ai enlevé. Pourquoi on ne peut pas regarder? Pourquoi machin? Mais donc en fait, c'est des débats. Les enfants, ils sont toujours très curieux en fait. Tu n'as pas 16 ans, mais tu es curieux. Mais pourquoi ceux de 16 ans ont le droit et moi pas? Ça dit, c'est un peu ça la psychologie des enfants, cette curiosité de savoir. Et quand on dit 16 ans, ce n'est pas 16 ans en termes de calendrier, c'est en termes de tranche d'âge et de niveau de maturité qui va avec. Ça veut dire que si tu as 14 ans et tu as le niveau de maturité d'un enfant de 16 ans, alors tu peux aller regarder ça. Mais toi et moi, tu sais très bien que ce n'est pas souvent ça. Non, c'est ça. Mais comment ça se traduit la maturité alors chez les enfants? Comment on sait que... Parce que autant on a des enfants de 14 ans qui réfléchissent comme ceux de 20 ans, qui sont très matures, autant aussi on a des enfants de 20 ans qui sont très, très immatures. Hein. C'est-à-dire à qui on ne laisserait pas faire. Parce qu'on n'est pas... Ça va se voir par les décisions, ça va se voir par le genre de décisions qu'ils prennent, ça va se voir par l'explication des décisions. Il y a des enfants qui prennent des décisions, tu le demandes pourquoi il a fait ça, mais il te donne une explication qui ne tient pas la route. C'est tellement... Comment il fait pour penser même à ça? Donc ça montre qu'il n'a pas le niveau de maturité qu'il faut. La bonne nouvelle, c'est que ça renvoie aux parents qui auraient dû lui donner ce niveau de maturité. C'est le parent. Donc c'est trop facile de dire, mais comment mon enfant peut ne pas réfléchir? Comment toi tu as vu? Où est la logique de ça? C'est vrai, mais c'est tout ce que son cerveau a pu produire. Maintenant, ça te montre la quantité de travail que toi, en tant que parent, tu as à faire pour le mettre au niveau qui toi-même va te rassurer. Lorsque tu n'es pas à côté de ton enfant, est-ce que tu es rassuré ou tu es inquiet? Ça te montre toi-même à quel niveau tu as éduqué ton enfant. Si tu es rassuré, mais ça veut dire que tu as fait le bon travail. Tu es sûr de toi, tu t'en vas. Mais si tu es en train de dire ce qu'il est là-bas, que Dieu le garde seulement, parce que de toute façon, moi-même, je le connais là. C'est Dieu qui sait ce que je vais aller trouver là-bas aujourd'hui. Ça veut dire que tu es en train de te dire toi-même que tu n'as pas fait le job. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, être parent, ce n'est pas juste un geste naturel d'avoir enfanté. Être parent, ça s'apprend. Comme être médecin, comme être mécanicien. Aujourd'hui, ça s'apprend parce que justement, on a des enfants qui ont changé, qui ont muté ou qui ont migré. Ça fait que les parents aussi ont besoin de se former pour pouvoir éduquer ce genre d'enfants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Oui, la grande délicatesse des parents. Moi, je vais prendre un exemple, un témoignage vivant. Ça, c'est en Allemagne, avec les enfants. C'est eux qui m'informent que la voisine, on avait une voisine qui avait 3 enfants. Donc, c'est les enfants qui viennent me dire, désormais, ils ont maintenant 2 mamans. En fait, que la voisine, ils ont 2 mamans. Je dis, je savais que la dame, elle venait d'accoucher et qu'elle avait, je me disais sûrement, c'est une au pair qu'elle a pris pour s'occuper, pour l'aider un peu avec 3 enfants, puisque je la connaissais coach sportive et tout, elle travaillait. Non, elle a 2 mamans et tout. Je dis, oui, ça doit être la au pair qui s'occupe des enfants. Non, elle habite dans les enfants. Donc, à un moment, j'ai senti que, et puis, ils insistaient, non, elle habite là-bas, elle dort là-bas chez eux, ils ont maintenant 2 mamans et tout ça là. Je me dis, mais, c'est incroyable. Et vous voyez, ça, c'est des situations où on se dit, on voit à quel point les enfants parlent de ça avec beaucoup d'énergie. Et ils fréquentent ces enfants-là. Et parfois, on se demande comment se comporter avec ce type de situation, en fait. Parce que si ton ami a un camarade de classe dont les parents sont homo, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses encore tes enfants aller là-bas si tu es catégorique que c'est quelque chose que tu ne passes? Parce que je dis à la liberté, chacun est libre de s'aligner. Justement, moi j'allais rebondir là-dessus pour dire que apprends à ton enfant ce qu'il doit être, mais apprends-lui à accepter que certaines personnes choisissent de faire autrement et qu'elles assument aussi.
Mais que lui qui sait ce qui est bien pour lui, qui reste là-dessus. Sinon, lorsqu'il va aller en classe, il va se rendre compte que son camarade fait ça. Il fait quoi? Il va quitter l'école, il va quitter le quartier, il ira où? C'est des choses qui envahissent le monde et qui, pour les croyants, sont un signe des temps. Donc, il faut plutôt lui apprendre à savoir comment jongler au milieu de tout ça pour tirer son épingle du jeu. Donc, il ne s'agit pas de ne plus dire bonjour à ces personnes. C'est des êtres humains. De continuer à laisser les enfants aller jouer là-bas. Mais qu'il sache que non, attendez, ça dépend du niveau de maturité. Difficile, parce que l'enfant, lui, il est ami avec l'enfant. Lui, il ne comprend pas pourquoi il ne devrait plus rendre visite à son ami. Et qu'est-ce que son ami lui a fait de mal? Rien. En fait, c'est ça, l'enfant s'est dit, mais pourquoi donc, il faut que votre enfant plutôt comprenne que même s'il va là-bas, il y a certaines choses qu'il ne va pas copier parce que ça ne correspond pas à nos valeurs avec tout l'argumentaire que vous avez sorti. S'il est sensible à la chose spirituelle, vous sortez les arguments spirituels. S'il est quelqu'un de cartésien, montrez-lui la nature, montrez-lui comment les animaux se comportent, ainsi de suite. Bref, trouvez à quoi il est sensible et utilisez cet argumentaire. Mais je parle du fait d'accepter l'autre dans sa différence, pas pour faire comme lui, mais pour comprendre que les gens sont différents. Autant toi, tu as choisi d'aller d'un côté, autant lui, il a choisi d'aller de l'autre côté. Et pour chacun des côtés, il y a des avantages et des inconvénients. Chacun est convaincu du choix qu'il a effectué. Parce que ça pourrait arriver même plus tard, hein, entre frères et sœurs. On en a vu, et moi j'ai vu un documentaire pareil. Si le frère est homo, qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué, il faut apprendre à vivre avec. Ça fait beaucoup de challenges en fait pour les parents aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il faut développer la personnalité, savoir que voilà les lignes, voilà les centres de valeurs, voilà les centres d'intérêt, sans obliger ou sans vouloir te braquer des autres. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la société. Là, c'est ce que tu connais avec le voisin. Mais il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui les abordent, qui abordent nos enfants, qui nous abordent, mais nous ne les connaissons pas. Mais pourtant, nous sommes avec ces personnes au quotidien. Donc, l'important, c'est de façonner, n'est-ce pas, ceux qui sont autour de nous, nos enfants, parce que nous sommes responsables, savoir que nous avons un rôle, faire d'eux des hommes qui seront des personnes équilibrées, capables d'entrer dans n'importe quelle tempête et de résister, de sortir en faisant valoir les valeurs qui sont les leurs. Super. Alors, pour vraiment clôturer ce débat, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un aspect dont on ne parle pas beaucoup aussi. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que, oui, on a parlé de sexualité la sexualité qui débute tôt chez nos enfants de plus en plus. On a parlé d'homosexualité. Parfois, ça vient des viols dont des enfants ont été victimes. Et ça ne vient pas toujours de l'inconnu. Parce que quand on parle, on croit toujours que le danger vient toujours du voisin, des camarades, de ceci. Parfois, ça vient même du propre cercle familial. Alors, en tant que parent aujourd'hui, quels sont des gestes simples qu'on devrait, ou alors l'attention qu'on devrait porter aujourd'hui sur nos enfants pour les protéger de ces dérives-là? Parce que parfois, c'est le déclic, hein, un enfant qui se comporte bien et tout, mais qui se retrouve à être violé à la maison. C'est parti, c'est un trauma à vie, parfois, qui le ramène. On a vu les témoignages des homos qui disent: j'ai été violé par mon oncle. Et c'est ce qui a développé cela. J'ai été violé par une tante. Donc, il y a tellement de dérives aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à garder notre côté social en Afrique qui fait partie de nos valeurs, tout en voulant protéger les enfants? Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, avec tout ce qui court, je pense que ce n'est plus facile de laisser l'enfant aller jouer chez le voisin. Ce n'est plus facile de dire à l'enfant: je vais aller passer du temps chez mon ami, et les parents qui sont là. Parce tout vient dans la tête, en fait. Qu'est-ce qui arrive? Je ne connais pas la moralité de ces parents-là. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il peut être victime des attouchements. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour renforcer un peu la sécurité des enfants? Je voudrais commencer par proposer certains red flags, certaines choses qui doivent attirer l'attention de votre enfant. Première chose, on l'a bien dit ici, vous avez entendu que l'enfant protège ses parties intimes. Mettez dans la tête de votre enfant que personne ne doit toucher ses parties intimes. Et à la maison, faites des simulations, faites des scènes. Donc, essayez d'envoyer la main et puis qu'il se défende. Vous voyez comment il se défend, vous lui mettez les mots à la bouche. Non, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Faites des simulations à la maison. Apprenez à l'enfant à ne pas subir. Apprenez à l'enfant à ne pas subir. Par exemple, apprenez à votre enfant à fuir, à courir. S'il est dans une situation où il se sent inconfortable, qu'il court franchement. Apprenez à votre enfant à crier.
Apprenez à votre enfant à crier en mode. Il y a une maman qui a appris à son enfant à vomir sur quelqu'un. Elle a montré à l'enfant comment il va mettre la main dans la bouche et vomir sur la personne juste pour le repousser. Et pendant qu'il est en train de voir la saleté sur lui, l'enfant fuit. Donc c'est pour dire que mettez dans la tête de votre enfant qu'on ne doit pas il faut se défendre, qui que ce soit, et qu'il ne subisse pas. Que ce soit le tonton, que ce soit n'importe qui crie, ainsi de suite. Apprenez à votre enfant à dire, je vais dire à papa. Oui. Si tu me touches, je vais dire ça à maman, je vais dire à papa, et qui ne cède pas au chantage, parce qu'il y a certains qui disent, bon, nous sommes sur un espace public, je vais pas tout révéler ici, parce qu'il y a aussi des prédateurs sexuels qui nous suivent, je vais pas tout révéler ici, mais apprenez quand même à vos enfants à ne pas accepter les menaces et à poser des actions. C'est très important qu'ils posent des actes. Soit ils crient, soit il appelle les gens, soit il griffe, soit il court, soit il déchire l'habit de la personne. Bref, apprenez-lui à poser des actions. Qui n'ait pas peur, par respect du tonton, de se défendre. Parce qu'il y a ça aussi. Et ce qui va se passer, c'est que de façon naturelle, de façon psychologique, le violeur cherche celui qui est calme, qui peut se laisser faire, qui va pas se défendre, ainsi de suite. C'est vers cette personne que le violeur va. Donc, s'il va vers votre enfant, il se rend compte que l'enfant, s'il est un enfant de tête en l'air, qui ne se laisse pas faire, ainsi de suite, le violeur n'ira pas chez cet enfant parce que il va faire le scandale, il va l'exposer. Personne n'aimerait être exposé. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux même que l'enfant soit impoli, mal éduqué même, pourvu qu'il sauve sa tête, et le violeur ira chez l'enfant d'à côté. Je ne souhaite pas que le violeur aille chez l'enfant d'à côté, parce que l'enfant d'à côté, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Mais l'idée ici, vous avez compris, c'est d'amener votre enfant à ne pas subir, qui n'écoute pas les menaces, qui pose des actions. C'est pour ça que certaines personnes qui ont été violées, on sait s'ils ont été violés ou s'ils ont été consentants en demandant qu'est-ce qui prouve que tu t'es battu. Qu'est-ce qui prouve que tu as résisté, tu as accepté, parce que c'est un peu le mot de défense de ce prédateur-là. Que non, il a accepté. Voilà. Donc, maintenant aussi, il y a la violence psychologique par les menaces. Donc, peut-être il veut fuir, et puis tu lui dis, si tu fuis, je vais faire ci, je vais faire ça. Apprenez à votre enfant que c'est Dieu qui garde les gens, et tout ce qu'il dit là, ça ne va pas arriver. Sinon, ce serait déjà arrivé depuis. Donc, Dieu ne peut pas laisser qu'il vous fasse quelque chose parce que vous avez voulu faire quelque chose qui est bien, en phase avec la volonté de Dieu. Bref, trouvez des arguments pour que votre enfant n'ait pas peur des menaces, mais la base que moi je conseille aux parents, c'est apprenez à votre enfant à quitter le lieu là, qui quitte cet endroit, qui sort. S'il remarque que quand vous n'êtes pas là, le tonton là a souvent tendance à le toucher, quand vous n'êtes pas là, qu'il aille jouer chez les voisins, qu'il ne reste pas dans des endroits à risque. Oui, ça peut réduire aussi le risque de viol. Super, très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, je voulais dire aussi que dans tout ça, la communication, beaucoup de parents ont perdu le fil de la communication avec leurs enfants. Si un enfant est bien connecté, que ce soit avec la mère ou avec le père, le violeur qui est dans les parages de la maison sait très bien que lui, il a eu très bon. Donc, tout mauvais geste, comme on l'a dit tout à l'heure, attouchement et tout, il va trahir. Ça, il va trahir. Et mais quand nous avons fermé les portes, quand nous sommes hermétiques, complètement hermétiques au nom de la discipline, il faut savoir lire et évoluer avec, parce que chaque chose, la plupart du temps, ça ne vient pas le même jour là. Parfois c'est. Oui, il y a souvent des enfants qui ont dit, si je disais, on allait dire que je mens. Voilà. Donc juste une seconde pour dire que nous les parents, je vous en prie, quand votre enfant refuse d'aller chez un tonton, n'insistez pas trop pour l'envoyer là-bas. L'enfant ne vous dit pas souvent pourquoi, n'insistez pas trop pour que votre enfant aille chez la tata là. Souvent quand il ne veut pas partir là, quelquefois il faut laisser. Peut-être qu'on lui fait des choses là-bas, il ne sait pas comment. Je vous en prie, n'insistez pas. Très bien. Ils arrivent, on va te dire, nous on n'aime pas quand le tonton là vient ici. Pourquoi on ne dit pas. On ne dit rien. Et quand mes enfants font ce genre de... Moi personnellement, je comprends. C'est-à-dire, je vais tout faire pour limiter sans dire à la personne de ne plus venir, mais je vais trouver un moyen. Oui, ou bien d'être toujours là. Quand la personne est là, d'être toujours la personne. D'être toujours accompagnée par... Voilà. Et ça passe à mettre beaucoup des enfants en confiance, parce que le schéma courant qu'on voit, c'est que les enfants n'ont pas le courage de s'exprimer. Les enfants ont peur. J'ai l'impression qu'en Afrique, en fait, c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup travailler, de mettre nos enfants en confiance, de te dire qu'on te croit. En fait, ta version là, oui, on te croit. Parce que beaucoup d'enfants disent non, si ils disent on ne va pas me croire, on ne me croit jamais. On va dire que je mens. Et puis c'est un adulte contre un enfant. Donc les adultes ont toujours raison. Donc de revoir un peu la façon, le dialogue qu'on a avec eux. L'adulte n'est pas parfait, en fait. C'est pour ça qu'on dit l'éducation à la maison doit être un point d'amour. Même la correction, que l'enfant sache que maman, papa me corrige parce que j'ai mal fait. Parce qu'il y a une communication qui est faite.
ça va marcher. Super. Alors, on n'est pas venu au thème de ce débat. Il y a beaucoup à dire. Malheureusement, le temps ne tient pas la gorge. C'est très riche, très enrichissant. Chacun de nous va donner un mot de fin pour clôturer ce que les gens repartent avec. Alors, Madame Atanga, quel est votre mot de fin à toutes ces mamans-là qui regardent, qui réfléchissent nuit et jour? Comment je fais pour... Voilà, je dois préparer mon enfant sur le plan sexuel, qu'il soit à l'aise, sans toutefois le frustrer. Je dirais tout simplement qu'il faut commencer très tôt à parler de sexualité aux enfants par des mots simples en fonction de leur âge, voilà, par des petites attitudes, des comportements à éviter entre eux d'abord tout petits et entre eux et voilà et les proches. Apprendre beaucoup, renforcer l'estime de soi des enfants, c'est-à-dire qu'ils évitent le suivisme. Voilà, comme on dit souvent, moutonnier, c'est pas parce que l'enfant n'est comme c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne doit pas se sentir à l'écart parce qu'il ne fait pas partie d'un gang et travailler beaucoup l'intelligence émotionnelle de nos enfants. Super. Coach, oui, moi je voudrais dire aux parents que dites à vos enfants que la sexualité n'est pas interdite. La sexualité est naturelle, c'est tout à fait normal, mais c'est juste réglementé. Donc les parents se forment pour apprendre la réglementation sur l'utilisation du sexe. Apprenez ça à vos enfants et vous allez les accompagner tout naturellement dans ce chemin qui est tout à fait normal. Et pendant que vous donnez votre conclusion, il y a une idée qui me vient en tête, une question phare qui est même mondiale. Les enfants demandent toujours comment est-ce qu'on fait les bébés? Comment est-ce qu'on répond à cette question-là aux enfants? La réponse varie selon l'âge de l'enfant. Vous allez rentrer, suivre le début et puis vous allez voir. Si l'enfant est assez grand pour comprendre, mais c'est la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Évidemment, si l'enfant est plus petit, c'est lorsque papa se rapproche de maman pour une activité spéciale. C'est ça qui produit les enfants. Et lorsqu'il va grandir, vous allez lui expliquer de quoi on parle dans activité spéciale. Super. Alors oui, et tout ça, pour dire vrai, c'est extraordinaire. Maintenant, ce que nous avons, la substance, c'est développer en famille une communication qui s'appuie sur l'amour. Oui, les membres de la famille, les enfants, les parents doivent avoir une très bonne communication qui s'élargit. Et comme l'a dit le coach, effectivement, la formation est indispensable, que ce soit dans le domaine que ce soit chez les parents ou même dans le domaine spirituel, les parents doivent connaître ce qui doit être pour communiquer les vraies valeurs. Super, bravo. Alors nous voilà parvenus à la fin de cette émission. Nous avons débattu sérieusement sur la sexualité, comment éduquer nos enfants à mener une vie sexuelle épanouie. Alors pour tous ceux-là qui ont des sujets beaucoup plus personnels, beaucoup plus graves, beaucoup plus approfondis, n'hésitez pas comme ça à contacter nos experts ici sur le terrain. Sur le plateau, nous allons mettre les contacts. N'hésitez pas surtout à les contacter, aller sur place pour des échanges beaucoup plus approfondis parce que clairement dans un débat comme celui-ci, nous ne pouvons pas aborder toutes les situations. Donc aujourd'hui, soyez de ceux qui regardent des émissions, mais aussi parce que, comme on le disait tantôt dans le débat, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Si vous avez des remarques, si vous avez des suspicions par rapport à votre enfant, n'hésitez pas à contacter les experts. Croyez-moi, elles sont très, très accessibles. Le coach Samer, elle vit à Douala, mais elle travaille partout dans le monde. Vous pouvez travailler en présentiel, vous pouvez travailler en visio, comme vous voulez. C'est des accompagnements très efficaces. Pareil pour le coach Madame Atanga qui est là. Vraiment, c'est des coachs expérimentés, c'est des coachs certifiés. Merci de nous avoir regardés. On se dit à très bientôt pour le prochain thème qui sera aussi intéressant que celui-ci. Au revoir.